Ma meilleure lecture de 2026, le livre qui m'a fait le plus pleurer ou la suite que j'ai le plus aimé. Je vous dis tout ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce classique de mi-année, le tag Mid-Year Book Freakout. Je pense qu'on est à un point où tout le monde le fait, donc vous devez forcément le connaître. Mais c'est un incontournable parce qu'il permet de faire un petit retour lecture sur la première partie de l'année. Moi j'aime bien le combiner aussi à une partie statistique parce que vous le savez, j'adore ça. Donc écoutez, pas besoin de palabrer. On se lance, je réponds aux questions du Mid-Year Book Freakout. Je vous mettrai toutes les questions du tag en description. J'en utilise une certaine version, je pense qu'au point où on en est, il y a plusieurs variations qui existent, mais le principal est là. Et la première question, qui n'est pas nécessairement la plus facile, c'est quelle a été ta meilleure lecture de 2026 jusqu'à maintenant? J'ai beaucoup hésité entre deux livres, mais j'ai essayé de répartir ceux dont je voulais vous parler entre les différentes questions pour pas trop me répéter. Et donc, le livre que j'ai sélectionné, je pense que tout le monde ne sera pas surpris parce que je l'ai fini il y a vraiment pas longtemps, c'est This Kingdom Will Not Kill Me de Ilona Andrews. J'ai tellement aimé ce livre, j'ai tellement aimé ce livre. Il s'est passé un truc bizarre par contre en 2026. Mes deux meilleures lectures de l'année, j'ai mis beaucoup de temps à les lire. D'habitude quand j'adore un livre, je me plonge dedans et j'en ressors pas jusqu'à ce que je l'ai terminé, ce qui prend relativement peu de temps, mais celui-là et l'autre dont je vous parlerai plus tard, j'ai mis plusieurs semaines à les lire, je les ai lus vraiment à petite dose. Et c'est assez étrange pour moi, ça me ressemble pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être je me disais c'est parce que j'avais envie de les savourer, parce que c'était des livres très immersifs et je voulais vraiment m'en imprégner au maximum, mais en vrai, je ne sais pas. Peut-être que c'est au contraire un problème de concentration. Je n'ai pas de réponse. On va voir si ça se reproduit pendant le reste de l'année. Mais pour en revenir à This Kingdom Will Not Kill Me, on est sur une fantasy qui rentre dans un de mes sous-genres préférés quand l'héroïne de notre monde se trouve plongée dans un univers fantasy, et encore plus sous-genre quand c'est un univers fantasy qu'elle connaît parce qu'elle a lu des livres qui s'y passaient. Je suis sûre qu'on a tous lu des fanfictions avec cette trope, mais j'adore. Et donc là, Maggie, l'héroïne, se retrouve dans un univers très sombre, assez Game of Thrones, j'ai envie de dire. Alors, il y a de la violence et tout, mais pas comme un homme l'écrirait en fantasy, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, je sentais la différence. Et donc, elle va essayer de survivre en partant vraiment du plus bas de l'échelle. Son seul avantage, c'est que même si on la tue, elle ne meurt pas. Ça fait bizarre dit comme ça, mais en vrai, on peut la tuer, mais elle revient à la vie toujours. Donc, ce n'est pas définitif, en tout cas pour le moment. Elle n'est pas sûre de si elle a un nombre maximum de renaissance ou pas. Mais entre ça et le fait qu'elle connaît ce qui va se passer, vu qu'elle a lu les livres, elle va commencer à manigancer, à gagner un petit peu de pouvoir, rencontrer certains des personnages des livres qui, au final, ne sont pas nécessairement exactement comme ils sont décrits dans la littérature. Et ça va lui causer des petits problèmes. Mais vraiment, l'univers était fascinant, les personnages étaient hyper bien construits, j'ai adoré l'écriture. Il y a un espèce de slow burn très intéressant, mais vraiment, la romance n'est pas le thème principal du livre, ce n'est pas une romantésie. Ok, je veux clarifier ça. Et vraiment, c'était incroyable. Ilona Andrews, c'est un duo d'auteurs en fait. C'est une femme et son mari. Et ils ont créé beaucoup de séries fantasy. Ça fait longtemps que je voulais les tester. Et du coup, ça y est, je me suis lancée et j'ai vraiment envie de découvrir d'autres de leurs livres. J'espère que je vais pas mettre autant de temps à répondre à chaque question, sinon on va être là fort longtemps. Mais la prochaine, c'est la meilleure suite que j'ai lue en 2026. Et là aussi, je pense que vous n'allez pas être surpris. Vous pensiez que j'avais fini de vous parler de cette série, hein? Mais non, puisque j'ai décidé de prendre The Eye of the Bedlam Bride, qui est le 6e tome, je pense, de Dungeon Crawler Carl, qui va sortir très bientôt en français. Il est énorme. Il est vraiment très très gros, mais il est incroyable. Cette série, franchement, quasiment tous les tomes pourraient se qualifier dans la catégorie meilleure suite que j'ai lue. J'ai adoré chacun d'entre eux. Et oui, il y a d'autres suites géniales que j'ai lues en 2026, mais il fallait que je vous parle de Dungeon Crawler Carl. Je ne sais pas si je vous fais l'affront de vous présenter l'histoire, parce que les livres sont partout, mais allez, ok, très très brièvement, au cas où vous ne connaisseriez pas. Carl vit avec le chat de son ex qu'elle n'a pas encore récupéré, une vie somme toute assez normale, jusqu'au jour où, en pleine nuit, alors qu'il est en train d'essayer de récupérer le chat Donut qui s'est enfui dehors, toutes les infrastructures de la Terre disparaissent. Et tous les gens qui étaient dans ces bâtiments, mais même dans les voitures, dès qu'ils étaient à l'intérieur de quelque chose,
ils sont atomisés, ils n'existent plus. Et il y a une voix qui sort du ciel et qui dit à tous les survivants, si vous voulez avoir une chance de vous en sortir, il va y avoir des escaliers qui vont apparaître, prenez-les et entrez dans le donjon. Carl va le faire et une fois qu'il est rentré dans le donjon, il va apprendre, et nous avec, qu'il y a une espèce alien qui a plus ou moins envahi ou pris le contrôle de la Terre et que les survivants doivent participer à un jeu, donc le Dungeon Crawl, de plusieurs niveaux. Et là, on rejoint vraiment l'Elite RPG où on retrouve tous les codes des jeux vidéo. Donc, tu dois te choisir une classe, tu as des capacités associées à ça, tu dois combattre des boss, tu gagnes des récompenses. Et les jeux vidéo, quels qu'ils soient, c'est pas du tout mon style. Je connais vraiment juste les mots de base, on va dire. Mais je me suis pas sentie tant perdue que ça dans la série. Et c'est juste tellement prenant et bien fait et distrayant, en fait, que tu vois pas les 800 et quelques pages passées. La question d'après, c'est une sortie de 2026 que je n'ai pas encore lue. Et là, je dois dire que j'ai quand même été plutôt bonne, je trouve. Sur mes sorties de 2026, je les ai pas mal lues au fur et à mesure. Donc je vais vous parler d'une que je n'ai même pas encore achetée, mais que je veux absolument lire d'ici la fin de l'année. Et c'est The Unicorn Hunters de Catherine Arden. Il vient de sortir en anglais, mais je n'ai pas de doute qu'il va être traduit en français dans les mois qui vont suivre. Je trouve que c'est pas très facile à expliquer comme livre, mais on est dans une version de l'histoire de la Bretagne avec une princesse qui doit faire un mariage arrangé pour comme sauver son royaume et qui va se retrouver dans la forêt et il y a des licornes. Et il y a des chasseurs de licornes. Alors je sais que quand on dit licorne, ça peut faire très enfantin avec les dernières représentations de licornes qu'on a pu avoir, mais là ça a l'air quand même d'être un texte assez sérieux. Et je sais que Catherine Arden, en principe, quand elle fait des textes historiques, ce qu'elle fait pas mal, il y a beaucoup de recherches et tout qui va là-dedans, donc je pense que ça pourrait être super intéressant à lire. Et j'ai adoré tous les livres de l'autrice, donc lui c'est sûr que je le veux, que je vais le lire et que je compte bien que ce soit un 5 étoiles. Dans le même style, la future sortie de 2026 que j'attends le plus, en fait, il y en a deux. Je triche un peu, ce sera pas la dernière fois pendant le tag, mais j'avais vraiment envie de vous parler de ces deux livres-là. Le premier, très brièvement, parce que c'est hyper connu, mais je pouvais pas ne pas le dire, parce que honnêtement, je l'attends. C'est le 6e tome de ACOTAR, donc de la série Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, qui est attendu depuis moultes années. C'est rendu une série tellement classique de la romantasy maintenant, c'est presque un incontournable quand on lit ce genre-là. Et moi, quand j'ai découvert la série, le tome 3 n'était pas encore sorti. Donc pour vous dire que ça remonte vraiment beaucoup. Et du coup, j'ai très très hâte de continuer. Et l'autre, c'est aussi une suite que j'attends depuis, honnêtement, au moins 5 ans, je pense. Victorious de V.E. Schwab, donc le 3e tome de sa série sur les extraordinaires. Le premier c'était Vicious, puis Vengeful, et il y avait des échos comme quoi peut-être il y aurait une suite, peut-être pas, mais ça y est, la suite est là, Victorious, et c'est ma série préférée d'elle. V.E. Schwab, vraiment, soit j'adore, soit je suis très mais tout ce qui est dans l'univers de Shades of Magic par exemple, j'ai moyen accroché, voire pas du tout. J'ai trouvé intéressant son dernier Quand nos eaux retourneront à la Terre, mais j'étais pas non plus waouh. Je pense que j'ai mis un 3,5, quelque chose comme ça. Mais à côté de ça, j'ai adoré La vie invisible d'Adi Larue et j'ai adoré sa série sur les extraordinaires. Donc j'ai bon espoir que le 3e tome, je vais aussi beaucoup l'aimer. Ouh, j'avais hâte d'être à cette question. La plus grosse surprise de 2026. En fait, ma plus grosse surprise de 2026, c'est la découverte d'un genre, on va dire, puisque je me suis mise à lire vraiment plus d'horreur. Je pense que si on remonte dans mes vidéos des dernières années, je vous disais des trucs genre jamais je lirai de l'horreur, c'est vraiment pas pour moi, je déteste ça. Et au final, here I am, à vous parler de livres d'horreur que j'ai adorés. Et donc mes plus grosses surprises, parce que là aussi j'en ai pris 2, c'est 2 livres d'horreur. Le premier, je veux vous en parler parce que je trouve que c'est un sous-genre aussi, c'est l'horreur rom-com, ce qui peut paraître assez paradoxal, mais ça l'a vraiment fait. Et c'est How to Kill a Guy in 10 Dates. Je vous en ai parlé dans un vlog lecture que je mettrai en barre d'infos. Il n'est pas encore traduit, mais je croise les doigts pour qu'il le soit, parce que vraiment, j'ai adoré. Et comme le nom l'indiquait, c'était vraiment une rom-com, avec les codes de la rom-com, mais qui était aussi un slasher, avec les codes du slasher. Une jeune femme
et son ami qui vont à une soirée speed dating. Les lumières s'éteignent, les gens commencent à mourir, ils sont coincés dans le bâtiment. Et en même temps, elle va commencer à avoir une petite romance avec un des gars, mais est-ce que c'est très prudent quand il pourrait aussi être le meurtrier? J'ai trouvé surtout que c'était en fait hyper fun comme lecture, même si ça faisait peur aussi un petit peu. J'ai trop aimé et ça m'a donné envie d'en lire plus dans cette catégorie spécifique de l'horreur. Et j'en ai d'ailleurs repéré un qui sort en automne, dont je vous parlerai très certainement dans une future vidéo. Et le deuxième qui a été une encore plus grosse surprise, parce que là pour le coup on était vraiment sur de l'horreur, C'était notre maison. Lui aussi je vous en ai parlé en vlog, c'était pour le vlog où je testais les favoris de Booktube, où je me suis aventurée vraiment en terrain inconnu et au final j'ai adoré, surtout l'ambiance. En fait, je pense que c'est ce type-là d'horreur qui me plaise. Pas du tout le body horror ou le gore, ça je sais que ça passe pas. Mais quand tu es dans une maison type Monster House où tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est réel ou non, tu te sens quand même prisonnier, t'es isolé dans une forêt, il y a des choses qui se passent et tout. Vraiment, c'est le genre d'ambiance qui semble me plaire. Et dans C'était notre maison en particulier, c'est l'histoire d'une jeune femme qui voit un jour une famille débarquer chez elle. Le père de famille lui dit « Oui, j'habitais là quand j'étais petit, est-ce que ça te dérange si tu visites ?» Elle est pas trop chaude pour ça, mais il finit par la convaincre de le laisser rentrer un petit peu, puis un petit peu plus. Et de fil en aiguille, la famille s'installe là et elle arrive plus à les faire partir. C'est un peu angoissant. Mais ce qui est assez fun, si on en revient au tag, c'est que l'auteur de C'était notre maison va se retrouver dans la question d'après, qui est « Quelle était votre plus grosse déception de 2026 ?» C'est assez particulier de passer du coup de cœur à ma pire déception. Pas ma pire lecture, hein, ma pire déception. Nuance. Parce que du coup, après avoir lu ce livre, j'étais comme « Oh my god, il faut que je lise plus de livres de l'auteur, si ces autres livres sont comme ça, c'est incroyable et tout. » Et justement, il avait une nouvelle sortie. Au printemps, qui s'appelle The Caretaker. Donc pas encore traduit, mais ça devrait s'en venir. Et j'avais vraiment des très hauts espoirs, vu ce que j'avais lu juste avant. Et j'ai pas du tout aimé cette lecture. Alors, encore une fois, on a une jeune femme qui est l'héroïne. Et là, elle est vraiment dans la merde. Elle a plus d'argent, elle trouve pas de job, elle est en lutte vraiment avec une grosse dépression suite à la mort de son père et du fait qu'elle doit s'occuper de sa petite sœur. Et elle va se retrouver à accepter d'être house sitter, donc de garder une maison, pendant l'absence de la propriétaire pendant 3 jours. 3, c'est mieux. Et en fait, c'est un peu bizarre son affaire. La maison est très isolée, on lui donne beaucoup d'argent, puis quand elle débarque, il y a comme plein de règles spéciales à suivre, mais elle a tellement besoin d'argent qu'elle finit par accepter. Et là, elle découvre qu'en fait, si elle ne suit pas les règles, le monde va être détruit. Tout simplement. Voilà. Et tout le livre, tu te poses la question de est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une représentation des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs poussés à l'extrême et alliés à un côté surnaturel. Et en fait, l'idée m'intéressait, mais l'exécution et surtout l'héroïne, en fait, je l'ai trouvée vraiment insupportable. Je pouvais avoir de l'empathie avec ce qu'elle traversait au niveau dépression, au niveau ce que les TOC peuvent te faire vivre et tout, mais j'y arrivais pas. J'ai pas réussi à passer au-delà de mon antipathie. Je sais que je viens de vous dire que j'avais de l'empathie pour elle, j'avais de l'empathie pour sa souffrance, mais de l'antipathie pour sa personnalité. Si c'est possible. Et du coup, vraiment, je pense que j'ai fini par mettre une très mauvaise note à ce livre. Et je suis trop déçue. Voilà. J'ai été fortement échaudée. On va repartir sur quelque chose d'un petit peu plus positif avec ma nouvelle autrice, mon nouvel auteur préféré. J'ai trouvé que c'était un petit peu dur de répondre à cette question parce que pour que un auteur ou une autrice devienne un préféré, en principe, je préfère avoir lu plusieurs de leurs œuvres, parce que des fois, comme mon exemple juste avant, ça peut être fluke, ça peut être une exception, mais j'en ai découvert 3 cette année. Pourquoi faire 1 quand on peut faire 3? Que j'ai quand même beaucoup aimé et dans lesquels je place beaucoup d'espoir. Le premier étant le duo Ilona Andrews, parce que j'ai quand même lu un autre de leurs livres, dont je vous parle en vlog très bientôt. Donc je ne dis pas lequel, je garde un peu de suspense. Mais je l'ai aussi beaucoup aimé. Pas autant que This Kingdom Will Not Kill Me, mais je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je pense qu'il y a un gros potentiel. Il y a aussi eu Jacqueline Benson qui a écrit Empire of Shadows, dont je vous ai parlé également dans le vlog Je lis les favoris de Booktube. J'ai tellement aimé l'ambiance de ce livre-là où on suit une plus ou moins archéologue et son
complices cartographes forcés et bourrus qui vont aller explorer la jungle en Amérique centrale ou du Sud, je ne suis pas sûre, mais en tout cas pour étudier une civilisation précolombienne. C'était trop bien. La vibe Jungle Cruise, la vibe La Momie, le côté historique, le slow burn très très slow entre les personnages. J'ai adoré. Et je sais que l'autrice a fait d'autres séries qui pourraient me plaire. Je vais d'abord finir cette trilogie-là. J'ai les 2 autres tomes dans ma pile à lire en plus. Mais là aussi, je sens qu'on a quelque chose. Et le dernier, et ce qui est drôle, c'est que c'était aussi dans ma vidéo Je lis les favoris de Booktube. Franchement, cette vidéo a été un grand succès pour moi parce que j'ai fait tellement de bonnes lectures. Il y a The Raven Scholar, donc en français, La Voix éternelle de Antonia Hodgson. Mon premier livre d'elle, je sais pas si elle a écrit autre chose, en fait, mais vraiment, je l'ai trouvé tellement original et bien écrit et prenant. Une fantaisie avec une compétition, déjà, j'adore toujours le principe. Et là, dans cet univers-là, les gens sont un petit peu divisés en différents ordres, chacun associé avec un animal. Et l'empereur actuel, qui est dans celui des ours, va abdiquer. Et il va y avoir donc une compétition entre les différents ordres pour voir qui deviendra le futur empereur. Et l'héroïne, qui est affiliée au corbeau, va se retrouver un petit peu malgré elle dans la compétition, et en même temps elle doit enquêter sur un meurtre. Il se passe vraiment plein de choses. C'est difficile de le résumer, je trouve, parce qu'il commence d'une manière très originale que j'ai envie de vous laisser découvrir. On a ensuite la question nouveau personnage préféré, nouveau crush fictif. J'aurais vraiment pu mentionner plusieurs personnages de ces livres-là, notamment de This Kingdom Will Not Kill Me, mais j'essaye de varier. Et donc je voulais vous parler du dernier livre que j'ai lu et qui compte pour la première moitié de 2026, Emily de New Moon. J'ai adoré le personnage d'Emily. Elle m'a rappelé bien sûr Anne de Green Gables, vu qu'on est sur la même autrice, Lucy Maud Montgomery. Même si elle partage des similarités avec Anne, elle est aussi unique en son genre. Emily a une imagination débordante et elle écrit beaucoup, beaucoup. Elle veut devenir poétesse ou écrivaine et on la suit à travers les lettres qu'elle écrit à son père décédé, puis à travers les carnets où elle raconte ses aventures. Et c'était délicieux comme lecture, vraiment. La plume de Lucy Maud Montgomery pour décrire l'île du Prince-Édouard, ses personnages qui sont tous tellement uniques en leur genre, mais aussi très représentatifs de certaines choses. J'ai adoré Emily et j'ai hâte de continuer à la voir grandir dans les prochains tomes. Un livre qui m'a fait pleurer maintenant, eh bien écoutez, il s'agit de mon autre favori de l'année, que j'ai lu au tout début, lui, en janvier, The Everlasting de Alix E. Harrow. Lui aussi pour l'instant uniquement en anglais, mais ne vous inquiétez pas, il va être traduit. Ce livre m'a bouleversée. J'ai vraiment fini ma lecture en larmes. Et la plume de Alix E. Harrow est tellement belle. On est très très vaguement sur une réécriture gender bent de la légende arthurienne, donc avec les genres des personnages inversés. Mais ça va bien plus loin que ça. Et là aussi, il y a une de mes tropes préférées, on va dire autour de livres qui parlent de livres, mais je veux pas trop en dire pour pas vous spoiler, mais vraiment, dès qu'il sort en français, achetez-le. À l'inverse, un livre qui m'a fait beaucoup rire, genre... Je rigolais toute seule dans la rue en écoutant le livre audio. Il s'agit de Business or Pleasure de Rachel Lynn Solomon, une nouvelle autrice que je découvrais cette année mais que j'ai définitivement envie de lire plus parce que ça a été une romance quasiment 5 étoiles pour moi. Genre vraiment je chipote en lui mettant pas un 5 étoiles, t'es un 4.75 plus quoi. Vraiment j'ai trop aimé. Il y avait tout ce qui me plaît dans les romances. Déjà le côté on va dire moderne, entre guillemets, de la représentation des relations. Ils utilisaient des préservatifs. Vous savez, comme c'est important pour moi et comme ça m'énerve quand il y en a pas. Déjà, ça partait bien. Mais l'idée de base était hyper originale aussi puisque ça part d'un one night stand, donc une aventure d'un soir entre Chandler qui est une ghostwriter, donc elle écrit les livres, on va dire, pour les célébrités, leurs mémoires et tout ça, c'est elle qui les écrit. Et Finn Walsh, qui est un acteur moyennement connu, qui a joué dans une série qui fait pas mal penser à Teen Wolf. Et ça se passe super mal. Il était vraiment nul. Nul. Mais elle se dit, bon ben, je le reverrai pas, de toute façon,
erreur, parce qu'en fait elle va être engagée pour écrire les mémoires de Finn. Donc il va être obligé de collaborer ensemble, et à un moment le sujet finit par revenir sur le tapis, et il lui demande est-ce que tu serais ok pour me donner des cours pour que je devienne meilleure au lit. Elle y réfléchit, puis elle se dit allez, on va faire ça, ça va être une expérience intéressante. Et c'est comme ça que ça commence, et vraiment, c'était génial. C'était génial comme romance. Mon plus beau livre acheté ou reçu en 2026. Je devais choisir celui-là parce que regardez-moi les petits chats, c'est trop beau. C'est l'édition All Crate de Agnes Aubert's Mystical Cat Shelter, donc le refuge au culte pour chat d'Agnès Aubert. J'adore cette édition, puis à l'intérieur aussi, c'est trop beau. Vraiment, un de mes plus beaux livres, je pense. Ça n'a pas été une lecture aussi bonne que j'aurais aimé, surtout en sachant que j'ai adoré Emily Wilde plus, mais j'ai quand même beaucoup aimé la lecture, donc je suis contente d'avoir cette édition-là. Vraiment, les couleurs, le style années 20, j'adore. Avant-dernière question, un livre que je dois absolument lire d'ici la fin de l'année. Il pourrait y en avoir tellement, tous en fait, mais en particulier, un que je veux prioriser, c'est Le Justicière, le deuxième tome de Brandon Sanderson. Il faut que j'avance dans cette série. Honnêtement, je suis hyper contente, parce que je pense que depuis le début de l'année, j'ai lu un roman de Brandon Sanderson par mois, mais je suis dans l'évitement, parce que j'en lis très peu de La Voix des Rois, je lis tout le reste, et ça j'y touche pas beaucoup. Je n'ai lu que Justicière partie 1, et Edge Dancer, qui était une novella, mais bon, une novella à la Sanderson, c'est-à-dire que c'est quand même assez long. Je veux continuer, absolument. Peut-être que j'irai pas jusqu'au tome d'après, mais ça, au minimum, il faut que je le lise. Donc, fantasy, épique, incroyable, qui se déroule sur beaucoup de tomes, vous l'aurez compris, mais vraiment une des meilleures séries que j'ai lues de ma vie. Et la toute dernière question, c'est la vidéo que j'ai préféré faire dans cette première partie de 2026. Sans surprise, je vous en ai déjà parlé, le vlog Je lis les favoris de Booktube, parce que ça m'a apporté plein de super bonnes lectures. Je m'attendais pas à en avoir autant, mais plusieurs lectures qui vont se retrouver très certainement dans mon top de l'année. Donc vraiment, je vais continuer à la faire, cette vidéo. Et je vous dis merci, en fait, surtout. C'est ça l'important, parce que c'est vous qui avez voté pour ces livres-là dans ma sélection. Donc, s'il vous plaît, refaites la même chose l'an prochain. Merci. Et l'autre, quand même, que je voulais mentionner, parce que j'ai trouvé hyper intéressante à faire, et je voulais la faire depuis longtemps, c'est ma vidéo où j'ai fait un audit de toutes mes meilleures lectures des dernières années, et où je les ai catégorisées en mini-tropes ou tropes très spécifiques. Je trouve que c'était un exercice très intéressant à faire et qui peut-être va me guider vers encore plus de meilleures lectures. En tout cas, je l'espère. Je vous la mettrai également en barre d'infos si vous voulez aller la voir. Et ça fait le tour du Mid-Year Book Freakout. Maintenant, on va pouvoir passer aux statistiques, mais du coup, je pense que je vais bouger dans le bureau pour pouvoir installer l'ordi et être un petit peu plus confortable. Ok, je pense que là, on est pas mal comme ça. En plus, vous avez Nessa en arrière-plan qui dort. Et vous avez vu aussi ma tasse. C'en est une que j'avais ramenée du premier voyage de Crète. Je l'aime trop. Et je me suis dit qu'elle faisait quand même été avec ce bleu-là et tout, j'avais envie de la sortir. Bref, les statistiques. Donc déjà, la première stat, je peux pas vous dire à quel point je suis contente de vous dire ça. Franchement, c'est juste incroyable. C'est le nombre de livres qu'il reste dans ma pile à lire. Au 30 juin, donc pile poil la moitié de l'année, il me reste 55 livres dans ma palle. Elle n'a pas été aussi basse, la pauvre, elle n'a jamais été aussi basse en fait. Elle ne se souvient pas d'avoir été aussi basse une fois dans sa vie, mais ça y est, j'en reviens pas, j'ai réussi et je suis trop contente. Je suis pas sûre que je vais la faire baisser beaucoup plus parce que sinon je vais plus avoir de choix pour mes vidéos. Mais au-delà d'atteindre un nombre vraiment précis, je sais pas moi, 30, 40, ce que vous voulez, mon objectif ce serait surtout de réussir à avoir un bon roulement dans ma pile à lire qui est pas des livres qui restent depuis 2021, mon plus vieux. J'ai fait du nettoyage. Mais quand même, vous voyez, 2 ou 3 ans, je voudrais que ce soit le maximum, de temps qu'un livre reste dans ma palle, ou encore moins, bien sûr, hein, on s'entend, moins d'1 an, ce serait l'idéal. Et puis, je veux aussi pouvoir piocher hors de ma pile à lire sans trop culpabiliser si je veux vous faire des vlogs sur certains sujets et tout. C'est vraiment pour ça que je voulais arriver aux 50 et que peut-être que je vais me donner un autre objectif après, mais là, vraiment, 55... je suis trop contente. Alors, je sais que certains peuvent me juger du fait que je ne mets pas certains livres là-dedans. Je ne mets pas les classiques. Parce que pour moi, c'est comme des livres que je veux lire un jour dans ma vie. C'est pas vraiment une pile à lire à
active, on va dire. Les graphiques sont aussi à part. Et puis les Terry Pratchett et les Agatha Christie aussi. Parce que pareil, c'est comme des projets de vie de tous les lire. Je sais pas si vous serez d'accord avec moi ou pas, mais bon, au final, ça reste mon choix. Mais dans ma tête à moi, ça fait du sens. Donc 55 livres, c'est là qu'on en est. Et là, je vais vous dire le nombre de livres que j'ai lus depuis le début de l'année, et vous allez sûrement me demander comment ça se fait qu'en fait, il te reste encore des livres dans ta palle, vu ton rythme de lecture. Parce que le problème, c'est pas les sorties, c'est les entrées dans la palle. Mais bon, déjà, commençons par le commencement. Je déteste cette expression. Pourquoi je le dis ? Je disais donc, j'ai lu 126 livres depuis début 2026. Il y a eu 20 abandons. Il y a des livres que je n'ai pas comptés en abandon parce que j'ai vraiment lu juste quelques pages et je les considère plus comme un test. Et ça l'a pas fait, mais en abandon, où je voulais vraiment comme les lire et ça n'a pas marché. 20. Ce qui est quand même beaucoup. Je pense que c'est mon nombre le plus élevé. Le mois d'avril, ça a été une hécatombe. En nombre de pages, ça représente 46 454 pages. Et sur tout ça, il y avait 501,51 heures d'écoute. Les livres audio, vous allez le voir, cette année, c'est la folie. Je pense que j'ai jamais eu une statistique aussi élevée pour ce format, puisqu'on a 38% de ce que j'ai lu qui est en livre audio. Ça fait plus du tiers, c'est vraiment fou. J'ai 44,7% de papier, 13,8% de numérique. Je pense que ça aussi c'est plus élevé que d'habitude depuis que j'ai compris que je pouvais emprunter des e-books à la bibliothèque. Et puis 3,3% de mixte, ça c'est si j'ai lu sous plusieurs formats en fait. Au niveau de la langue de lecture, je pense que là aussi ça change beaucoup de d'habitude où je suis à peu près à 50-50 français-anglais. Là j'en suis à 80,5% de mes lectures qui ont été en anglais. C'est énorme. Mais c'est quasiment tout ce qui reste dans ma pile à lire. Je pense qu'il me reste moins de 10 livres en français dans ma palle. Tout le reste, c'est en anglais. Vous le savez, j'achète aussi des nouveautés en anglais, ou j'en demande, ou j'en emprunte. C'est ce que je lis principalement. Et je sais que des fois, il y a des gens qui me laissent des petits commentaires, plus ou moins bien intentionnés, sur le fait que je parle de livres en anglais. Du coup, j'en profite pour faire un petit point là-dessus. Numéro 1. Je ne force personne à regarder mes vidéos. Merci beaucoup d'être là. Ça me fait très plaisir et ça m'aide et j'en suis extrêmement reconnaissante. Mais je ne force personne. Si jamais les livres dont je parle ne vous intéressent pas, ne regardez pas. Mais le deuxième point, et qui est le plus important, c'est que oui, je parle beaucoup de livres en anglais, mais déjà, soit il y en a plein que je lis en anglais mais qui sont traduits en français, en principe je vous le dis toujours. Et deuxième chose, je n'ai pas fait les statistiques, je les ferai si vous voulez. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire, je les ferai avec grand plaisir. Mais la grande majorité des livres en anglais que je lis vont être traduits dans l'année en français. Donc en fait, je vous en parle juste avec quelques mois d'avance. Et je pense que c'est même avantageux parce que s'il y en a un qui vous intéresse, vous pouvez le noter et il peut être sur votre radar dès sa sortie. Donc oui, je lis en anglais, mais beaucoup vont ou sont traduits en français. Voilà, je voulais juste clarifier ce petit point-là, et je suis désolée pour les personnes que ça n'intéresse pas du tout, mais je vais continuer à lire ce que j'ai envie de lire quand même. Au niveau du genre, la fantasy reste en tête. Ça a été le cas depuis que j'ai commencé cette chaîne, je pense, mais moins en tête que d'habitude, parce que là, on a 23,4% de fantasy, et le deuxième genre que j'ai le plus lu, c'est tout ce qui est crime, thriller, policier. Et ça, c'est on the rise, ça augmente, parce qu'on en est à 19,4%. Presque un cinquième, quand même, de mes lectures ont été dans cette catégorie-là. C'est pas le cas d'habitude. Et puis il y a aussi la romance en troisième genre avec 16,9%. Ensuite on a de la science-fiction avec 15,3%. Clairement les Dungeon Crawler Carl y ont été pour quelque chose. Après les autres pourcentages sont beaucoup plus faibles, mais bien sûr on retrouve de l'horreur qui n'était, je pense, même pas présente les autres années quand je faisais mes stats. Une autre statistique que je voulais vous partager parce que je la trouve hyper intéressante, c'est d'où venaient les livres que j'ai lus. Vous le savez, je me bats contre moi-même, hein, pour demander moins de services frais et pour lire plus de livres de ma pile à lire. C'est à moitié réussi, parce que certes, mon pourcentage de livres que je m'étais acheté est à 24,8%, alors que mon pourcentage de services frais est à 21,6%, donc j'ai lu plus de livres qui m'appartenaient que de services frais, mais ma statistique la plus élevée, c'est les emprunts à la bibliothèque, puisqu'on est à 32%, donc un tiers des livres que j'ai lus
provenaient de la bibliothèque. Et ça, j'en suis hyper contente parce que un de mes objectifs spécifiques de 2026 dont je vous avais parlé au début de l'année, c'était de moins acheter et de plus emprunter à la bibliothèque pour différentes raisons. Et donc quand je vois ces stats-là, je me dis, ça marche parce que c'est ce que j'ai le plus fait globalement, c'est emprunter les livres à la bibliothèque. J'aimerais que ce pourcentage augmente encore plus pour le reste de l'année, tout en sachant que j'ai quand même 55 livres à lire dans ma bibliothèque, n'est-ce pas? Puis là aussi, les autres pourcentages, Nextory, cadeaux, empruntés, sont quand même beaucoup plus bas. Mes notes maintenant, les notes que je mets à mes livres. Je pense, j'ai pas encore regardé, mais je pense que j'ai quand même eu beaucoup de bonnes lectures depuis le début de l'année, mais j'en ai aussi eu plus de mauvaises que d'habitude, j'ai l'impression. Plus de livres que j'ai continué plutôt que de les abandonner, soit parce qu'ils se lisaient vite, soit parce que je les lisais pour un vlog. Mais c'est contrebalancé par le fait que j'ai quand même eu beaucoup de très bonnes lectures. Je pense que c'est en avril où j'ai eu genre 5 étoiles ou quelque chose comme ça, c'était fou. Donc si je regarde maintenant, ma note moyenne de l'année c'est 3.54. Donc oui, c'est plus bas que ce que j'ai d'habitude. Si je regarde la répartition des notes, par contre, comme je vous disais, il y a eu quand même 19 5 étoiles depuis le début de l'année. C'est beaucoup. Donc là, ça compte aussi les 4.75 parce que j'ai pas voulu faire non plus 10 000 sous-catégories pour ça. Déjà, avec les demi, ça en fait pas mal. J'ai aussi 28 livres qui étaient des 4.5 et 26 qui étaient des 4. Donc tout ça ensemble, quand même, c'est pas mal. Je pense que là où il y a une différence, c'est que j'ai eu plus de 2.5 et 3 que d'habitude. Et ça, je sais que je vous avais dit, je veux plus abandonner des livres quand je sens que ça va être des 3, voire même des 3,5. J'ai peut-être moins réussi là-dessus. Mais je me plains pas, parce que la sensation que je garde quand même de ce début d'année, c'est d'avoir fait des super découvertes de lecture. Et c'est ça qui compte. Mes nouvelles stats ajoutées cette année, et dont j'avais trop hâte de vous parler, et en même temps dont j'ai extrêmement honte. C'est... Oh my god. Je voulais voir à quel point les livres que je lisais, c'était des livres qui étaient dans ma pile à lire versus des ajouts que je faisais au fur et à mesure de l'année. Et alors je sais qu'il y en a une partie qui va toujours être dans les ajouts parce que c'est des nouvelles sorties que je lis. D'ailleurs, si je regarde, il y a 27 livres que j'ai lus, donc 22% qui étaient des sorties de 2026, donc ça fait presque un quart. Je trouve ça vraiment bien. Le problème, c'est quand on regarde les stats de quand est-ce que j'ai ajouté les livres à ma pile à lire. Techniquement, on pourrait se dire que c'est le même chiffre, si j'étais une personne raisonnable. Non, je ne suis pas une personne raisonnable. Parce que il y a 84 livres sur 126, je vous rappelle, que j'ai lus, qui sont des livres que j'ai ajoutés à ma pile à lire en 2026. Imaginez si j'avais pas lu ces 86 livres-là, il me reste 55 dans la pile, j'aurais lu toute ma pile à lire. Mais non, j'ai lu, donc pas des livres sortis en 2026, mais des livres que j'ai décidé d'emprunter à la bibliothèque, parce que je les avais vus dans une vidéo, des services de presse que j'ai décidé de demander, parce que je l'avais pas fait avant, certains livres pour des vlogs aussi, ok, ça, je suis d'accord. Mais quand même, 84 livres sur 126 que j'ai lus, et qui n'étaient pas dans ma pile à lire au 1er janvier. C'est pas possible, c'est... Faites quelque chose, arrêtez-moi, enlevez-moi ma carte de bibliothèque, non, s'il vous plaît, faites pas ça. Mais il faut faire quelque chose, si vous avez une solution pour moi. Après, je suis quand même contente parce que j'ai lu 3 livres qui étaient dans ma pile à lire depuis 2019, donc mes 3 plus vieux livres, je les ai lus. Ça, c'est quand même vraiment cool. Mais ça fait très mal. J'espère que ça va être un wake-up call et que je vais me calmer pour le reste de l'année. Genre, le potentiel que j'ai de plus avoir de pales est tellement fou. Je vous ai dit, c'est pas ce que je veux dans l'absolu, mais quand même, pour au moins lire plus de mes livres les plus vieux, quoi. Si on se plonge plus dans les stats de séries spécifiquement, ça aussi c'est un autre de mes gros défis de garder mes séries sous contrôle. Déjà, il y a 55,6% des livres que j'ai lus qui étaient des séries, donc il y a quand même eu beaucoup de stand-alone, je pense, par rapport à ce que je lis d'habitude. Plus spécifiquement, j'ai commencé... Comment c'est possible? J'ai commencé 14 nouvelles séries cette année. J'ai quand même lu 40 de suite. C'est beaucoup. J'ai fini une série, j'en ai testé 6 sans décider de les continuer. Et j'en ai abandonné 10. Au final, si on regarde 14 de commencer versus 10 d'abandonner, une de finie, ça fait 11. Ça fait que j'en ai 3 vraiment en plus. Donc ça se maintient à peu près, on va dire ça comme ça. Mais j'ai quand même lu beaucoup de suites, donc c'est-à-dire que j'avance. Même si ce n'est pas fini, ça avance. Et j'ai quand même 48 séries à jour
sur les 88 que j'ai en cours. Bon, il m'en reste 40 à mettre à jour, certes. Mais j'essaye de voir le côté positif des choses, ok. Et le dernier point dont je voulais vous parler dans cette vidéo, et il est plus que temps parce que là, je commence à avoir très chaud, il fait 28 dans cette pièce. J'en peux plus. Donc le dernier point, c'était le projet, ça suffit? Est-ce que vous l'aviez oublié? Moi non. Est-ce qu'il avance bien? Pas vraiment. Si vous vous souvenez, dans un vlog précédent, j'avais remanié et updaté les séries que je mettais dans le projet Ça Suffit. Donc le but étant d'avoir un certain nombre de séries qu'on priorise dans l'année et qu'on va essayer de lire au maximum, d'avancer au maximum. C'est quelque chose qu'on fait un peu tous ensemble et je vous remettrai la vidéo explicative et le tableau aussi en barre d'infos. Il n'est jamais trop tard pour décider d'avancer ces séries. Et donc moi j'avais eu un problème, c'est qu'il y a plusieurs des séries que j'avais mis là au début de l'année qu'au final j'ai abandonné. Donc j'avais fait une version updatée. Et donc dans la nouvelle version du projet Ça Suffit, si on compare par rapport au début d'année, j'ai maintenant une série de romans sur la fratrie Bergman. J'ai les Witch graphiques, les Agatha Raisin, Terry Pratchett et Brandon Sanderson, eux deux. Ils sont toujours là, c'est des figures emblématiques du projet Ça Suffit, mais c'est aussi les seuls sur lesquels j'ai vraiment avancé. Brandon Sanderson, comme je vous l'ai dit, je suis en feu, on ne m'arrête plus. J'en ai lu vraiment pas mal de lui depuis le début de l'année. Terry Pratchett, j'en ai lu un, c'est mieux que 0. Agatha Raisin, je n'y ai pas touché. Par contre, Witch et Bergman, je suis pour les deux en train d'en lire. Donc, prochaine update que je vous fais, ça devrait avoir avancé, ça me donne un petit peu d'espoir. Et je tiens toujours à ce projet, même si j'en parle pas tout le temps, parce qu'il m'a été très utile dans le passé pour avancer certaines séries qui traînaient dans ma palle, et je pense aussi qu'il me motive beaucoup pour les Brandon Sanderson en particulier. Donc j'espère que vous aussi, il vous motive si vous avez décidé de vous y lancer en 2026, et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe. Mais sinon, on en a terminé avec cette belle vidéo de bilan de mi-année. J'espère que cette petite rétrospective vous aura plu. J'adorerais, comme je le disais, savoir vous quelles sont vos réponses aux questions en commentaire. Et si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, mettez-moi la température qui fait chez vous en ce moment. Juste parce que là, tout ce à quoi je peux penser, c'est à quel point j'ai chaud. Mais merci infiniment si vous êtes resté jusqu'au bout. Merci de regarder mes vidéos, de soutenir la chaîne. Vraiment, ça m'encourage tellement à continuer. Et si jamais vous en voulez encore plus, des vidéos exclusives, des lectures communes et plein d'autres choses, le lien pour rejoindre mes Patreon, les Capas, est en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.